Oui, pour se projeter dans l'avenir, il faut savoir aussi d'où on vient. Donc on ne peut pas éviter de faire un rappel même bref du passé. Je ne remonterai pas non plus aux croisades. Je commencerai par la politique arabe de la France, ainsi dénommée, du général de Gaulle, pour rappeler dans quelles conditions elle a été formulée. Le général de Gaulle a voulu refonder entièrement la politique étrangère française après 1958. Il a donné le branle à un certain nombre d'initiatives, la création d'une force nationale de dissuasion pour affirmer l'indépendance de la France sur l'échiquier international. Il est sorti de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN que M. Sarkozy nous a fait réintégrer dans un contexte, il est vrai, assez différent. Je pense que si on veut comprendre cette, comme disent les Allemands, sogenannte, ainsi dénommée politique arabe de la France, en réalité, elle s'adresse, comme vous l'avez dit précédemment, à tous les pays de la Méditerranée et même au-delà du Moyen-Orient, sans distinction de régime, qu'ils soient républicains ou monarchiques. Bien entendu, cette politique arabe s'insérait dans le cadre d'une politique que je qualifierais de tiers-mondiste, c'est-à-dire d'ouverture vers le Sud. La France se voulait à l'époque indépendante des blocs, et par conséquent, les Arabes étant notre plus proche voisin vers le Sud, une longue histoire nous ayant rattachés les uns aux autres, qui n'a pas toujours eu que les aspects déplaisants que M. Nabat a rappelé tout à l'heure. Bien sûr, c'est vrai, mais il y a aussi des lumières, il n'y a pas que des ombres. Il y a Champollion, il y a Lesseps, il y a beaucoup d'autres choses que je ne veux pas rappeler. Disons que pour le général de Gaulle, l'action décisive a été la paix en Algérie, que lui seul pouvait ramener en tranchant le nœud gordien, et d'ailleurs au prix d'une guerre civile avec l'OAS. J'ai vécu ces événements, me trouvant moi-même à l'époque en Algérie, puisque j'étais appelé du contingent, et comme j'étais détaché au cabinet du préfet d'Oran, j'ai pu voir arriver l'armée algérienne du Maroc. J'ai été le premier Français à rencontrer Ben Bella et Boumedienne à Tlemcen le 10 juillet 1962. Donc j'ai vécu de près cette période, et je pense qu'il faut dire que c'était un affrontement très dur, parce que nous avions affaire à des forces puissantes, enfin, qui avaient marqué la politique de la France pendant presque un siècle, le parti colonial. Il y a eu un livre de Robert Ageron, Charles Robert Ageron, je crois, je ne suis pas sûr du prénom, qui s'appelle le parti colonial, la France pays colonial ou parti colonial. Et il montre le rôle qu'a joué un parti colonial qui était très influent sous la Troisième à la Quatrième République, étant donné la faiblesse des institutions. Mais la France profonde n'était que superficiellement engagée. Vous savez que les Français émigrent peu, c'est une de leurs caractéristiques, et finalement, même encore aujourd'hui, ils ne comprennent pas très bien le lien entre ce qui peut se passer à Paris, Bataclan, etc., et puis les événements du Moyen-Orient. Évidemment, le chaos du Moyen-Orient les interpelle, enfin, ils le voient comme un chaos totalement incompréhensible. Déjà, la France ressemble à un chaos, mais quand même beaucoup plus, je dirais, vivable à tous égards, même si on évoque les manifestations de la CGT, Notre-Dame-des-Landes, l'Euro 2016, les attentats, les manifestations, etc. Tout ça est un gros souci pour le ministre de l'Intérieur, mais c'est quand même relativement gérable. Le Moyen-Orient, c'est quelque chose de terrifiant que les Français ne comprennent absolument pas, même s'ils ont eu leur part de responsabilité. Mais quand on dit la France, il faut toujours se rappeler que c'est un homme politique et que les hommes politiques changent. Charles de Gaulle n'est pas tout à fait Nicolas Sarkozy. Ils expriment la France parce qu'ils sont élus,
au suffrage universel, mais c'est pas la même chose. Je dirais même, à bien des égards, c'est le contraire. Hein. François Hollande, Laurent Fabius expriment leur point de vue, ils sont en fonction. On peut dire qu'ils engagent la responsabilité politique de la France, puisqu'ils sont le gouvernement de la France. Donc ils se prêtent aussi à la critique. Mais ils sont dans l'arène démocratique. Et ils peuvent être critiqués. Comme moi, j'ai pu être critiqué au moment de la guerre du Golfe. Je ne vous fais pas état du courrier que j'ai reçu à l'époque, puisque j'avais jeté mon sabre de ministre de la Défense pour ne pas cautionner une guerre que je considérais comme contraire aux intérêts de la France. Parce que moi, je vais vous parler des intérêts de la France et des principes qui doivent, à mon avis, gouverner notre politique. Mais la France a aussi des intérêts. Ne soyons pas naïfs. Hein. Dans la vie politique internationale, il y a des intérêts, il y a des réalités, il faut partir des réalités. Et moi, je voudrais vous parler des réalités. La politique arabe de la France, c'était d'abord la paix en Algérie, et c'était ensuite la déclaration très forte que le général de Gaulle a fait, il me semble que c'était au mois de septembre 1967, pour tirer les leçons de la guerre des 6 jours et de la colonisation des territoires palestiniens par Israël. Et son propos, évidemment, est prophétique, car il dit malheureusement ce qui va se passer. Et il le dit pour éviter que ça aille dans ce sens-là. Mais force est de considérer aujourd'hui, malgré l'action de la France et les initiatives qui ont été prises, que voilà, un droit à 2 vitesses au plan international s'est instauré, qui est évidemment une insulte à l'esprit de justice. Alors la France porte plus ou moins cet héritage, elle ne le porte pas toujours très bien, mais elle le porte encore, même si on peut critiquer, je dirais, je pense que la France va reconnaître l'État palestinien. Je suis d'ailleurs surpris d'apprendre qu'elle ne l'a pas encore fait. Moi, je croyais que c'était fait. Et pourtant, je suis en principe bien informé, mais je suis même surpris que ce ne soit pas le cas. Bon, revenons à la politique arabe du général de Gaulle. Elle s'insérait dans le cadre d'une politique étrangère plus vaste. Je me dirige vers l'Orient compliqué avec des idées simples, disait le général de Gaulle, c'était une autre époque, 1941, mais disons que c'était une idée assez simple que de faire que la France tende la main au monde arabe pour l'aider à se moderniser et pour encourager les facteurs de progrès. Une des choses qui fait que souvent ces questions sont obscures aux yeux de nos compatriotes, et pas seulement de ceux qui, je dirais, n'ont pas une culture politique étendue, mais même des autres, c'est qu'on ne voit pas assez que les 40 dernières années, c'est l'échec de ce que les Arabes appellent la nahada, la réforme, la modernisation qui avait été pensée par de grands intellectuels et qui était le courant dominant de la politique dans le monde arabe il y a encore 50 ans. Cette politique a échoué, et elle a échoué au moment de la guerre des 6 jours. Je suis allé en Tunisie il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré le président de la République, nouvellement élu, M. Béji Dessepsi, et la veille, j'avais rencontré, il était encore en fonction, M. Marzouki. Et j'ai vu aussi M. Raducci. Et je lui ai dit, mais comment pouvez-vous être islamiste? Alors il m'a répondu tout à trac, mais moi j'étais nassérien. Et après la guerre des 6 jours, je suis devenu frère musulman. Et j'ai interrogé d'autres députés de Ennahda qui m'ont fait la même réponse. Ce qui montre bien que l'échec du courant modernisateur, qui au départ était dominant dans le monde arabe, s'est accompagné de la montée d'un courant adverse, qui était le fondamentalisme religieux, qui existait depuis longtemps. Je rappelle que les frères musulmans ont été créés 4 ans après la chute du califat, en 1928, par Hassan el-Banna, et que, bien entendu, il y a en Égypte, au Pakistan, d'autres noms qui symbolisent en quelque sorte cette vision du monde. Saïd Qutb pendant la période nassérienne en Égypte, et puis Mawdoudi au Pakistan, et d'autres encore qui ne me viennent pas immédiatement à l'esprit. Mais ce courant fondamentaliste existait, simplement il n'avait pas pignon sur rue, parce que les éléments modernisateurs étaient aux affaires. Il suffit de voir un petit film sur l'Égypte ou l'Algérie dans les années 1960 ou 1960, début des années 70,
évidemment, c'est un spectacle très différent de celui qu'on voit aujourd'hui. Toutes les filles sont, je dirais, en Égypte, oui. Il y a pas. En mini-jupe, oui. Ah, en mini-jupe. Oui, en mini-jupe. J'ai Louis qui baisse un peu, sans doute. J'avais cru que vous parliez de l'Égypte. Mais c'est vrai en Égypte, c'est vrai en Algérie. Et pour moi qui ai vécu en Algérie dans les années 60 et 70, dans les premières années de l'indépendance, évidemment, c'était la capitale du tiers-mondisme. Hein. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec le GIA, le fils et tout ce qu'on a connu par la suite. Donc, il y a un renversement, et je voudrais dire que l'année tournante, c'est 1979. Il faut bien le comprendre. 1979, c'est l'arrivée de Khomeini au pouvoir, en Iran. C'est une révolution conservatrice, au sens qu'on donnait à ce mot dans les livres de sciences politiques, et plutôt à propos de l'Allemagne. C'est-à-dire que ce sont des forces conservatrices, le clergé, les ayatollahs. C'est pas du tout le parti Toudé, ce ne sont pas les partis modernistes qui prennent le pouvoir, ce ne sont pas les héritiers de Mossadegh, non, ce sont les ayatollahs, mais avec une composante tiers-mondiste, Ali Shariati, qui fait un peu penser à la théologie de la libération en Amérique latine. Toutes choses égales d'ailleurs, puisqu'il ne s'agit pas de la même religion. Mais c'est quelque chose de très original, on ne sait pas ce que c'est. Il y a l'affaire des otages américains, enfin ça se passe pas très bien. Et il y a la guerre Irak-Iran, sur laquelle je reviendrai, parce que cette guerre va être soutenue du côté irakien par la quasi-totalité des grandes puissances. Et elle est menée par l'Irak, parce que l'Irak craint beaucoup, étant donné que la majorité de la population irakienne est chiite, eh bien l'Iran parvienne à mettre l'Irak sous son obédience, ce qui est le moteur fondamental de Saddam Hussein, outre le fait que, naturellement, entre les deux pays, c'est l'eau et le feu. D'un côté, un nationalisme arabe laïque dictatorial, n'hésitons pas à le dire, et de l'autre, un régime religieux, une théocratie révolutionnaire, avec ses pasdaran, etc. Un affrontement terrible. Bon, je ne vais pas vous raconter une histoire que vous connaissez. 1979, c'est aussi l'occupation des lieux saints de la Mecque par des gens qui se veulent plus royalistes que le roi d'Arabie, plus wahhabites que les wahhabites, et qui sont l'embryon, je dirais, de ce qui va devenir plus tard, hein, le djihadisme. Et puis en même temps, c'est le début du djihad en Afghanistan, sponsorisé par les États-Unis, le Pakistan, l'Arabie saoudite, Ben Laden, une sorte de légion arabe arabe et turque, qui va appuyer les moudjahidines afghans, en particulier les premiers qui n'étaient pas les talibans, mais ceux de Gulbuddin Ekmatyar, que nous retrouverons plus tard en Afghanistan, puisque nos soldats ont été tués par les siens en 2010 à peu près, enfin par là, hein, 2009. Donc 1979, c'est l'année tournante. La guerre Irak-Iran s'enlise. Une résolution est votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle ne sera acceptée qu'en 1988 par l'ayatollah Khomeini qui dira « je la bois comme je bois une coupe de poison ». Mais après, il y a un étrange retournement de la politique américaine. C'est-à-dire que les Américains vont entraîner Saddam Hussein dans ce qui ressemble à un piège. C'est l'affaire du Koweït. Car, naturellement, l'Irak a agi comme verrou du monde arabe sunnite contre l'Iran. Et l'Irak a été subventionné par toutes les monarchies pétrolières, par tous les pays arabes, hein, qui lui ont fait remise de ses créances, sauf le Koweït, ce qui a été le prétexte à l'invasion qui a provoqué évidemment la première guerre du Golfe. Une guerre parfaitement évitable, mais décidée dès le premier jour. Et ça, j'ai des documents qui me permettraient de le démontrer. Cette guerre a été décidée par le président Bush et Madame Thatcher dès le 2 ou 3 août 1990, parce que, je pense, les États-Unis voulaient se passer d'un gendarme régional. Il y avait eu le pacte de Bagdad, il y avait eu le Shah d'Iran, Saddam Hussein n'était quand même pas très fréquentable, hein, et ils préféraient avoir des forces sur place. Et ils ont pensé que cette guerre leur en donnerait l'occasion. En même temps, il y avait un problème lancinant qui était le problème israélo-palestinien, qu'ils estimaient pouvoir régler. Et puis, par-dessus tout, il y avait la fin de l'URSS qui approchait
Et si le Conseil de sécurité a pu voter une résolution autorisant l'emploi de la force? Non. Autorisant l'emploi des moyens nécessaires. C'est l'amendement que M. Shevardnadze a fait passer au Conseil de sécurité des Nations Unies à la fin du mois de novembre 1990, autorisant non pas l'emploi de la force, mais l'emploi des moyens nécessaires à l'exécution des résolutions 688, 89, 90, etc. Donc voilà, c'était une URSS à bout de souffle qui allait s'effondrer l'année suivante. Et naturellement, la première guerre du Golfe a été l'occasion de marquer, comme l'a dit d'ailleurs le président Bush, père, que le syndrome du Vietnam était enfoui pour toujours dans les sables de l'Arabie. Cette parole a été prononcée, je crois, le 3 mars 1991, après la fin des hostilités, enfin, ou le lendemain de la fin des hostilités. Donc, il y a cette première guerre qui va entraîner à terme la deuxième. Il y a 12 ans de blocus, c'est-à-dire l'encagement de l'Irak, l'embargo, une famine provoquée de l'extérieur, et une affaire qui n'est pas réglée, aucun effort n'est fait pour réintégrer l'Irak de la communauté internationale. Je me rendrai en Irak en 1994, et d'ailleurs dans tous les États de la région. Je rencontrerai tous les chefs d'État, mais malheureusement en vain. En 1998, il y a encore des incidents, une résolution, pétrole contre nourriture. Mais en 2003, après l'affaire des attentats contre le World Trade Center, il y a la deuxième guerre du Golfe, l'invasion de l'Irak et sa destruction. Alors je voudrais quand même rappeler que la première guerre du Golfe a abouti à deux résultats qui n'étaient pas délibérés. Elle a bâti l'Iran comme principale puissance régionale et elle a donné le signal du djihad planétaire, puisque Oussama Ben Laden a retourné ses armes contre la main qui le nourrissait, c'est-à-dire que l'URSS étant tombée, il s'est retourné contre les États-Unis, pensant qu'il allait pouvoir en venir à bout facilement. Les premiers attentats démarrent en 1992, au Yémen, dans l'Afrique orientale, à New York même. C'est les sous-sols du World Trade Center qui sont l'objet de ces premiers attentats. Mais ce que je voudrais marquer, c'est que la chute de l'URSS bouleverse complètement la donne. Car nous rentrons dans l'ère de l'hyperpuissance américaine. On croit que c'est le monde unipolaire, en fait c'est le chaos qui commence, parce que comme l'a dit un professeur de sciences politiques, 2 moins 1 ne fait pas 1, mais 0. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de puissance dominante, il n'y a plus que des puissances qui se tirent dans les pattes et qui aboutissent à ce chaos que nous voyons aujourd'hui au Moyen-Orient. Je passe sur la conférence de Madrid, le processus d'Oslo, qui n'ira pas loin puisque Rabin, qui était le garant de son succès, a été assassiné, comme vous le savez, par un extrémiste juif. Je reviens sur l'intervention en Irak, la deuxième guerre du Golfe. Elle est la réponse totalement inappropriée aux attentats contre les 2 tours jumelles de New York. Et elle aboutit à la destruction de l'État irakien et à livrer les populations de l'Ouest irakien, populations sunnites, à Al-Qaïda contre un gouvernement à dominante chiite, dirigé par, au début c'est pas Al-Maliki, mais enfin Al-Maliki se montrera comme particulièrement vindicatif et particulièrement dur à l'égard des populations sunnites. Donc les Américains vont reprendre en main les tribus sunnites de l'Ouest irakien, mais comme entre-temps, Obama est arrivé, ordonne le retrait, il se retire alors que Al-Maliki voit son mandat à la tête du gouvernement irakien renouvelé. D'où Daesh, qui est la création de la politique américaine au Moyen-Orient, il faut le dire. Et Daesh, on dit toujours c'est la Syrie, mais non, c'est d'abord l'Irak, et ensuite, du fait de la guerre civile qui s'est développée en Syrie, évidemment, Daesh s'étend aux confins orientaux de la Syrie. Palmyre, Raqqa, etc. Donc, je voudrais souligner les échecs de la politique américaine, le fait que la politique française, à ce moment-là, prend ses distances en 2003, mais se rapproche très vite des États-Unis parce que Chirac a un peu peur de l'antagonisme qu'il a créé entre la France et les États-Unis, c'est la conférence d'Évian, et le rabibochage se fait au Liban. Il est suivi de l'assassinat de Hariri, en 2005. En 2008, Obama est élu.
sa politique étrangère est profondément modifiée, c'est le pivotement de l'Amérique vers l'Asie, c'est le retrait de l'Irak, que j'ai déjà évoqué, et c'est le retrait de l'Afghanistan qui n'est pas terminé, qui d'ailleurs n'est qu'un demi-retrait, parce que les Américains restent présents avec des effectifs réduits, mais pour appuyer le nouveau gouvernement afghan. En 2009, c'est le discours du Caire d'Obama, qui est plombé par le fait qu'il ne se passe rien en Palestine, dans les territoires palestiniens, et par conséquent, toute cette orientation qui paraît à première vue généreuse, est évidemment obérée par le fait qu'elle ne débouche sur rien. Sauf les printemps arabes. Alors la France est complètement dépassée. Alors je vais venir peut-être, si vous voulez, au fait que, je sais que je dois conclure, que la France prend avec retard le train des révolutions arabes, et elle intervient, M. Sarkozy intervient en Libye et en Syrie, où il surajoute à la guerre civile entre le pouvoir et l'opposition une ingérence qui va de pair avec celle des puissances sunnites, la Turquie, sa politique néo-ottomane, et puis les monarchies pétrolières, de sorte que, évidemment, la guerre se développe, les victimes se multiplient, et je pense que Obama est quand même un grand homme, parce qu'on peut être grand par ce qu'on ne fait pas, autant que par ce qu'on fait. Et finalement, le refus de frapper l'armée syrienne le 30 août 2013 a abouti effectivement à un retournement de situation qui a laissé la France, il faut le dire, la France de François Hollande, dans un corner. Je me suis exprimé à ce moment-là à la tribune du Sénat. J'ai dit à notre ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, que je pouvais quand même critiquer, je dis, mais monsieur le ministre, comment pouvez-vous nous expliquer que votre politique se situe à l'ouest de l'Ouest? Il m'a répondu de manière extrêmement enveloppée. Et vous connaissez la suite, l'État islamique, le conflit avec sunnites et chiites, l'accord avec les Iraniens, à laquelle la France ne contribue pas beaucoup, c'est une litote. Hein. Disons que quand même elle est obligée de l'accepter parce que c'est Obama qui le veut et parce que le président Rouhani le souhaite également. Et finalement, la France emboîte le pas et je pense que nos relations avec l'Iran s'amélioreront durablement parce que je pense que l'avenir est en effet à un rôle positif pour la France au Moyen-Orient, un rôle qui reposerait sur des principes, et en particulier, s'agissant de l'Iran, sur un rôle de médiation entre l'Iran et les puissances sunnites, et notamment l'Arabie saoudite. Rôle nécessaire. Et je ne propose pas qu'on rompe nos relations avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est ce qu'elle est, mais c'est une réalité. Et par conséquent, la France peut être utile dans ce rôle de médiation. Je pense que, voilà, puisque vous m'avez demandé de faire des propositions, nous devons essayer de reprendre le fil de la politique dite la politique arabe du général de Gaulle, la politique d'aide aux éléments de modernisation dans le monde arabe, parce que je crois que le triomphe du fondamentalisme religieux n'est pas définitif et que le mouvement de la réforme qui correspond aux aspirations d'une grande majorité des populations peut reprendre le dessus. Et par conséquent, j'inscris la politique de la France dans un contexte qui est celui d'un renouveau des forces de progrès et de démocratie, même si ça prend du temps à être construit. Il ne suffit pas de faire des élections, on l'a vu avec les printemps arabes, sauf que la Tunisie a montré quand même une certaine résilience, il faut le dire. Je conclus. Mais il faut avoir cette vision, si on veut pouvoir travailler. Si on ne le veut pas, on ne le peut pas. Hein. Avoir une politique, c'est déjà la définir et la vouloir. L'objectif, c'est de ramener la paix, c'est le bon sens, d'aider à restaurer une gouvernance mondiale, hein, entre la Russie et les États-Unis. Nous ne devons pas y faire obstacle, mais au contraire y contribuer. Et c'est ce que j'essaye de dire, parce que nous avons à faire face aux mêmes menaces. Nous avons des intérêts communs et nous ne devons pas contrarier le rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Heureusement, M. Kerry a très bien fait le travail. Et je dois dire que j'apprécie ce qu'il a fait. Question de principe. Est-ce que nous devons favoriser la fragmentation du Moyen-Orient ou au contraire aider à restaurer les États? Mon avis,
et qu'il faut aider à restaurer les États qui ont peut-être seulement un siècle, mais qui correspondent quand même à une certaine réalité, en les rendant vivables pour leur population. Je suis allé à Téhéran il y a quelques mois, j'ai vu M. Velayati, je lui ai dit, vous savez, il faudrait quand même que l'Irak soit un Irak fédéral, et que les sunnites puissent avoir le sentiment dans leur province orientale, occidentale, de l'Irak, d'être quand même chez eux, d'avoir une certaine autonomie. Il m'a dit oui, il est tout à fait exact que les Irakiens devraient être traités de la même manière qu'ils soient chiites, sunnites, kurdes ou arabes, hein, parce qu'il y a aussi le problème des Kurdes. Alors, aider à restaurer l'intégrité territoriale des États, c'est un Irak fédéral, c'est une Syrie dont le gouvernement sera rendu représentatif, c'est une Turquie dont je pense que le problème kurde doit être résolu en interne. On ne va pas créer un nouvel État kurde indépendant. Ceux qui veulent faire ça sont des fous. Mais c'est absurde. Enfin, c'est une guerre de 100 ans. L'Arabie saoudite, il faut aider la monarchie à se moderniser, notamment ses règles successorales. Bon, elle a déjà commencé. L'Égypte, c'est un grand pays, c'est le cœur du monde arabe. Alors, l'Égypte et l'Arabie saoudite ont des relations étroites, il faut le savoir. La Libye, bon, c'est le désordre. Nous y sommes pour quelque chose. Je veux dire que je n'ai pas joint ma voix à celle de ceux qui demandaient la prorogation de la mission des forces armées françaises en Libye, parce que j'avais trop de réserves à faire. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas intervenir en Libye, il faut aider ce gouvernement d'union nationale qui dispose de maigres forces à reprendre le dessus et faire en sorte que la Libye puisse construire enfin un État. Le Maghreb est un enjeu très important pour la France et pour l'Europe, parce que nous sommes des voisins. Nous devons aider l'Algérie à se stabiliser. C'est très important. Nous devons rien faire qui puisse déstabiliser si peu que ce soit l'Algérie. Elle a un contentieux avec le Maroc, mais nous devons essayer de faire en sorte que ce contentieux puisse se régler par la négociation. La Tunisie, il faut espérer que cette fleur arrivera à pousser au milieu de tant de difficultés. Je pense que la géographie fait que nous sommes des voisins. Nous nous connaissons depuis longtemps. J'ai été moi-même un ami d'un grand orientaliste qui était Jacques Berck. Je trouve que nous avions une école d'orientalistes remarquable. Ceux que nous avons aujourd'hui sont un peu prisonniers, je dirais, du contexte d'affrontement avec le fondamentalisme religieux. Ils s'intéressent beaucoup trop à l'islam et insuffisamment au monde arabe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je ne me fais pas bien comprendre, vous voudrez m'en excuser, je ne suis quand même pas un grand spécialiste. Mais j'ai voulu vous donner quand même l'éclairage d'un homme politique indépendant, s'exprimant à titre personnel, car bien évidemment, je n'engage pas la responsabilité du gouvernement, ni d'aucun parti. Hein. Je n'engage que la mienne, et simplement, j'essaye de faire en sorte que les principes qui sont ceux que la France a hérités de la Révolution et qui restent à beaucoup d'égards actuels, puissent encore trouver matière à s'appliquer dans un monde, évidemment, où nous ne pesons plus tout à fait aussi lourd qu'autrefois, mais enfin, nous ne pesons pas rien non plus.